Donc, bienvenue à tous et toutes pour ce nouveau web séminaire sur les outils de communication interne. Il me semble voir que beaucoup d'entre vous étaient déjà là mercredi prochain. Tant mieux, on va pouvoir poursuivre sur ce qu'on avait enclenché avec tout de même un petit rappel pour ceux qui auraient manqué la fois dernière. Les, les deux vidéos seront mises en ligne dès la fin de semaine sur notre chaîne YouTube et vous pourrez retrouver la map que je vais vous partager tout de suite directement sur l'outil MindMeister. Ça servira de ressource pour ce web séminaire. Je peux parler plus fort en effet. J'essaie d'augmenter un petit peu le son. Vous me dites si c'est bon comme ça. Ok, ça marche. Est-ce que tout le monde voit bien la carte? Est-ce que vous voulez que je grossisse un petit peu le zoom de l'écran? Ok, c'est parfait. Allez, encore un petit peu plus. Hop, voilà. Un petit rappel des règles du jeu des web séminaires. Donc, on est là pour passer 1 heure ensemble. Il est 11h04, on se donne jusqu'à midi. On va essayer de ne pas trop déborder comme la dernière fois. Donc, la vidéo est enregistrée, elle sera rediffusée et la carte mentale sera à la fois téléchargeable et à la fois accessible directement pour retrouver toute l'arborescence et toutes les ressources. L'idée, c'est que vous puissiez aussi interagir. La dernière fois, certains ont pu partager leur mode de fonctionnement assez rapidement. Si vous voulez prendre le micro et la caméra, ce sera possible aussi. Et puis, on va partir du principe que on n'est pas là pour délivrer une recette toute faite, qui a autant de problématiques que d'offices. Vous êtes des offices plutôt différents, même si je vois qu'il y a beaucoup de structures avec de nombreux bureaux donc qui sont encore plus impactés par cette problématique. Et donc l'idée, c'est de présenter à la fois vos problématiques communes et à la fois un benchmark des outils qui seront adaptés à vos problématiques et à votre mode de fonctionnement. Je vous partagerai aussi un tableau collaboratif et comparatif des différentes solutions. On a vu les outils de visioconférence et de webconférence la semaine dernière. Donc ça permettra aussi d'avoir des retours d'expérience de votre part en indiquant quel outil vous utilisez, comment ça fonctionne, c'est OK, pas OK, et pour accompagner les collègues dans leur test d'outils s'ils ne les utilisent pas complètement. Donc vous retrouverez sur la carte le focus visioconférence qu'on a fait la dernière fois, avec le contexte, les préalables pour bien préparer une visioconférence, les différents points d'attention et puis différents outils à utiliser selon ce que l'on veut faire, communiquer, collaborer en instantané, les solutions gratuites ou payantes, et puis tout un ensemble de ressources, des conseils, d'autres solutions, et puis des outils de veille sur ce sujet. La dernière fois, on était vraiment parti du postulat que plus on avait une structure importante avec différents bureaux, différents lieux, et plus ça devenait difficile de communiquer avec tout le monde en même temps. Et on s'était dit que il fallait peut-être moins chercher justement à communiquer avec tout le monde en même temps, mais plus cibler ses interlocuteurs. Et c'est là qu'on commence à décliner plutôt des équipes projets, des pôles, et qu'on n'a pas forcément besoin de partager toute l'info avec tout le monde quand ça ne concerne pas l'intégralité de la structure. Donc on a vu ça dans les outils de visioconférence et puis rapidement les outils plutôt de chat et de réseaux sociaux d'entreprise qui participent aussi à créer cette nouvelle culture d'entreprise et l'envie de communiquer entre les différents salariés, entre les collègues qui ne se connaissent pas forcément. Et donc ces outils ne font pas tout, puisqu'on s'est dit aussi que les rencontres en présentiel, en visu, en tête-à-tête, permettaient de bien construire cette équipe et on ne pouvait pas faire l'impasse dessus. Mais ces outils permettent quand même de donner cette envie de communiquer et de faciliter
les relations qui sont plus chaleureuses, plus conviviales et plus pratiques que quand on a un seul outil, le téléphone ou téléphone plus mail. Donc on va faire le focus de ce matin sur à la fois la téléphonie et les outils collaboratifs. La téléphonie, c'est plus dans la poursuite de la dernière fois sur la visioconférence, parce que c'est une problématique que vous nous avez évoquée à plusieurs reprises comme une des problématiques cruciales du multisite aussi. C'est quand je me retrouve sur plusieurs bureaux, comment je fais avec les anciens numéros de téléphone, avec le téléphone en front office, en back office, est-ce que je le gère depuis le bureau d'accueil ou est-ce que je le renvoie vers les gens qui sont en back office dans les bureaux? Est-ce que je peux répondre à des besoins différents selon l'époque de l'année et selon les bureaux? Comment je rends transparent le transfert d'un bureau à l'autre? Et puis, comment je fais en sorte que les personnes qui répondent au téléphone soient les bons interlocuteurs? Et donc là, on est dans plusieurs besoins. Donc, à la fois la relation client avec le visiteur qui appelle pour avoir des renseignements. Donc là, on a besoin d'avoir des interlocuteurs qui connaissent très bien le territoire. La relation client avec les partenaires. C'est vrai que quand on est ou un élu ou un prestataire, c'est un petit peu embêtant de tomber sur l'annonce d'accueil vocale, bienvenue à l'office de tourisme de, etc., si vous souhaitez des renseignements, parce qu'on est plus dans de la relation client avec une personne qu'on a l'habitude d'avoir, et peut-être que là, on attend plus d'avoir la personne en direct. Alors, est-ce qu'il y a un numéro pour le grand public et des numéros pour les partenaires? C'est une des questions qui se posent. Et puis, la communication en interne, comment je fais pour communiquer entre les différents bureaux et pas bloquer justement tout le réseau? On a vu avec les outils de visioconférence que le chat, l'organisation des mails, etc., permettait de passer par d'autres moyens justement que le téléphone pour faire cette communication interne, mais on ne peut pas non plus s'en passer. Puisqu'on a parfois des besoins urgents qu'il est beaucoup plus facile d'expliquer et d'échanger au téléphone que par messagerie ou chat. Les quelques points à ne pas manquer pour la mise en place de la téléphonie, c'est issu de quelques retours d'expérience qu'on a eu de la part du réseau, donc le questionnement interne, un ou plusieurs numéros. Côté grand public, la plupart des offices que l'on a interrogés ont opté pour un seul numéro grand public, peu importe les bureaux d'accueil, mais certains ont conservé des numéros de téléphone pour les partenaires avec une ligne directe pour le directeur ou pour les chargés de relations prestataires, etc. Le diagnostic interne pour évaluer la performance du réseau Internet, ça c'est quand on opte pour une solution via le réseau Internet, donc en VoIP. On verra après l'organisation que ça implique. Et puis l'organisation interne, donc qui fait de l'accueil téléphonique, pourquoi et comment. Est-ce qu'on considère le téléphone comme de l'accueil si c'est pas en visu? Quand on est dans la relation client visiteur, on est pleinement dans de l'accueil pour une transformation derrière sur le territoire ou de l'accueil en séjour. Donc de plus en plus, les offices et les différentes entreprises passent sur de la téléphonie sur IP. Ça veut dire qu'on n'est plus par le réseau téléphonique d'Orange qu'on connaissait auparavant, mais on passe par le réseau Internet. Le gros avantage, c'est que c'est quand même plus fluide, c'est que ça se développe de plus en plus et c'est la solution qui est la plus efficace et la plus utilisée. L'inconvénient, c'est qu'on est dépendant du réseau Internet, que c'est pas forcément la meilleure solution sur tous les territoires en fonction du débit, et que si, avec une tempête par exemple, on a une grosse coupure d'Internet, on est quand même largement embêté au niveau du téléphone, et à la fois auprès des visiteurs comme auprès des partenaires, c'est difficilement justifiable. D'où l'intérêt d'un diagnostic vraiment poussé, si on a l'appui de la collectivité derrière avec un service
des TIC et de la téléphonie, c'est encore mieux puisqu'on peut faire ce diagnostic vraiment en interne pour trouver une solution optimale. Deux exemples sur cette téléphonie, avec un numéro unique, justement, la vallée de la Dordogne. Donc, on a Lou qui est présente, on a Christine et on a Marie, il me semble. Donc, la vallée de la Dordogne, un office donc sur plusieurs régions, plusieurs départements, sur une quinzaine de bureaux d'information, il me semble, et espacé d'un grand nombre de kilomètres. Donc la solution qu'ils ont trouvée, eux, suite à la fusion pour avoir vraiment un service client optimal, c'est un numéro unique qui s'inscrit dans un axe de communication unique et qui permet de réorganiser les bureaux d'accueil. Donc on choisit avec ce système qui passe par Internet, justement, on choisit les bureaux affectés à cette mission. Donc je ne sais pas combien il y a au final de bureaux affectés à cette mission. Peut-être que les collègues peuvent nous en dire un peu plus là-dessus. Mais ça permet vraiment de cibler 12 bureaux. D'accord, ok. Donc c'est vraiment réparti. Et puis peut-être que c'est réparti aussi, j'imagine, selon les périodes de l'année. Voilà, ça dépend de la saison. C'est ce qu'ils font aussi à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et ça permet de répartir les flux, notamment en pleine saison, et de limiter le temps d'attente justement de la part du visiteur. Donc un diagnostic effectué sur le système réseau pour pouvoir gérer à la fois le serveur et la data et puis la voix par IP. Des travaux réalisés par la collectivité, un investissement sur le matériel. Donc évidemment, c'est une stratégie qui implique des investissements et donc l'implication de la collectivité parce que c'est une solution qui se veut pérenne aussi. Donc il y a un investissement de départ, mais qui se rentabilise grandement après, puisqu'on n'est pas prêt, j'imagine, de changer de mode de fonctionnement. Et puis un fournisseur unique pour l'abonnement, à la fois le serveur et à la fois la téléphonie, ça permet de réduire aussi les contrats et peut-être de condenser les coûts. Donc répartition des ressources sur des lieux dédiés, saison et hors saison. Ok, donc il y a vraiment cette organisation interne, toute une réorganisation interne. On le fait pour l'accueil en front office et c'est fait aussi pour l'accueil en back office avec des lieux dédiés. Donc le résultat de ça, il me semble que les collègues de la vallée de la Dordogne en étaient plutôt satisfaits justement. Donc tous les anciens numéros des BIT disparaissent quand on fait un groupement de 15 bureaux. On ne va pas effectivement garder les 15 anciens numéros. Alors certes, les locaux ont leurs habitudes, mais finalement, j'imagine que ça se passe plutôt bien en compréhension et en communication. Même si on a 3, 4, 5 bureaux, c'est vrai qu'un numéro unique est quand même beaucoup plus pratique en termes de visibilité. Donc pas de coût pour les communications en interne d'un bureau à l'autre, ce qui est quand même beaucoup plus pratique et qui réduit les coûts. Et puis voilà, ils sont plutôt satisfaits du système, mais tributaires du réseau Internet, parce qu'effectivement, quand il y a des coupures, ça devient compliqué. Je ne sais pas si ça arrive souvent, j'imagine que c'est quand même assez restreint, surtout si le diagnostic a été effectué en amont. Peut-être que Christine pourra nous en dire plus là-dessus. Cela arrive quand même, ouais. Ce sont les aléas, justement. Après, peut-être que ça peut se combiner, et on le verra après, avec d'autres moyens d'être dans la relation client, mais si on a Internet qui coupe partout, on est un petit peu embêté. L'Office de tourisme de Saint-Jean-Pied-de-Port a réfléchi justement à cette nouvelle organisation interne. Donc côté technique, c'est pareil, ils sont passés à un numéro unique avec un système de téléphonie sur IP qui est géré depuis un PC à distance. Donc on a une personne qui est en charge de la gestion de cet opérateur de téléphonie sur Internet. Et pareil, il module le système selon la fréquentation et la saison. Donc ou bien le téléphone sonne dans tous les bureaux, ou bien il sonne dans un seul bureau quand il y en a moins d'ouverts
en hors saison, ou bien ils sonnent dans le back-office. L'intérêt de sonner dans le back-office, c'est aussi qu'en pleine saison, quand on est complètement overbooké par les flux, ça permet de dégager les personnes qui sont à l'accueil, et ça permet aussi de prendre plus de temps pour le conseil au téléphone, plutôt que le classique coup de fil et on a quelqu'un en même temps à l'accueil. Et on réduit forcément le temps que l'on dédie à l'un ou à l'autre, mais c'est assez difficile à gérer sur différents fronts. Alors en back-office, évidemment, ça perturbe le temps de travail des personnes qui sont à leur bureau, mais ça permet aussi d'impliquer tout le monde dans l'accueil. C'est vraiment des choix stratégiques qui sont à tester. Donc possibilité pour l'Office de tourisme de Saint-Jean-Pied-de-Port de rendre transparent donc les transferts de la même façon que la vallée de la Dordogne, et puis d'adapter les messages de prédécrochage pour renvoi vers des prestataires locaux. Et là, on a aussi la relation vers l'extérieur qui est prise en compte, et ça, c'est plutôt chouette, plutôt que de donner le numéro de téléphone pour rappeler le prestataire local, on renvoie directement. Des coûts mesurés, donc là, il faudrait voir justement leur grille tarifaire et voir avec Jérôme Cangran exactement combien ça coûte par an. C'est pas une donnée qu'on a pour le moment. Donc Lou nous dit, idem chez nous, le fait que l'hôtel soit en back-office en saison est un véritable confort pour l'accueil physique. Voilà, c'est vrai que ça soulage beaucoup les personnes qui sont en front office, et puis ça permet aussi pour le back-office de garder ce lien avec le visiteur. Alors évidemment, il faut que ce soit des personnes qui connaissent le territoire, bien le fonctionnement de l'office, et ça implique aussi de bien connaître le qui fait quoi. Parce que quand on a une question, on doit être capable de le renvoyer vers chaque interlocuteur. Ça paraît tout bête, mais quand on ne sait pas trop qui s'occupe de quoi, ça devient compliqué justement en gestion de la relation client, surtout quand on fait face à des prestataires qui attendent un interlocuteur vraiment précis. Donc côté organisation pour Saint-Jean-Pied-de-Port, donc une expérimentation sur plusieurs saisons pour pouvoir évoluer. J'imagine qu'à l'OT Vallée de la Dordogne, c'est encore évolutif justement sur cette organisation interne. Peut-être qu'il y aura des ajustements suite à l'expérience sur 2 saisons et 2 hors saison. La nécessité d'avoir du personnel qui connaît très bien le territoire, donc pour répondre au téléphone, et qui connaît très bien la structure aussi pour envoyer les interlocuteurs vers la bonne personne. À l'Office de tourisme de Saint-Jean-Pied-de-Port, ça a pour nécessité d'augmenter le nombre de saisonniers à l'accueil physique, puisqu'il y a justement des personnes qui étaient auparavant plutôt en accueil physique et qui sont en back-office dédiés à l'accueil téléphonique, avec la mise en place d'une sorte de standard d'accueil téléphonique. Et donc, forcément, donc on privilégie cet accueil téléphonique avec des conseillers qui sont capables de répondre à tout type de questions. Et donc, forcément, on a plutôt des saisonniers à l'accueil physique. Donc, ça aussi, c'est vraiment un choix stratégique. Attention, sur de grands territoires, l'accueil téléphonique réservé au personnel permanent et CDD long. Ouais, c'est le choix qu'a fait Saint-Jean-Pied-de-Port, l'Office de tourisme, donc qui n'est pas uniquement sur la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, mais sur toute la communauté de communes, et qui sera bientôt à l'échelle du Pays Basque, donc ça rechangera probablement. Et donc en effet, à l'accueil, quand on a plusieurs collègues, on peut éventuellement se renvoyer la question et s'accompagner. Quand on est en accueil téléphonique, c'est plus compliqué, donc on a évidemment besoin de bien connaître les problématiques et le territoire. Donc le temps de conversation au téléphone, il peut être dans ce type de cas plus long que quand on est en front office. Et ensuite, il y a la question de la multiplicité des appels et du temps de réponse qui n'est pas forcément évidente à gérer, justement. Si on passe encore plus de temps au téléphone, il y a le risque d'avoir un temps d'attente qui est vraiment long en saison.
c'est l'Office de tourisme de La Rochelle, justement, qui est passé au niveau de l'agglomération et qui se pose la question, à Royan, il me semble que c'est la même chose, donc sur un territoire assez large, qui se pose la question de la mise en place d'un standard téléphonique avec des personnes vraiment en back-office dédiées de la même façon que les personnes qui sont dédiées au front office en saison pour pouvoir justement être en capacité de gérer ces flux parce qu'on se rend bien compte que c'est plus possible de tout renvoyer vers l'accueil physique avec des flux en saison qui sont énormes et déjà un temps dédié par client, par visiteur qui est assez faible. Donc, si vous avez d'autres témoignages, justement, les autres personnes qui sont présentes de l'autre côté de l'écran sur la manière d'organiser la téléphonie, vous pouvez peut-être les partager ou bien tout de suite, ou bien on les partagera sur le document qui sera prévu à cet effet. Mais ça peut être intéressant de voir justement entre front office, back office, entre qui est dédié. Cette mission nécessite de vraies compétences. Ouais. C'est vraiment considérer l'accueil téléphonique comme une vraie mission à part entière. Numéro unique pour les clients et numéro direct pour les prestataires. Ok, donc là, on a vraiment le combo de la relation client-visiteur et puis de la relation client-prestataire. Et c'est vrai que quand on est un institutionnel ou un prestataire du territoire, on a envie d'avoir l'interlocuteur direct et c'est beaucoup plus simple. Ça permet qu'on s'y retrouve aussi dans les signatures mail, on échange avec la personne par mail, on n'a pas le contact général de la structure, ce qui fait qu'on va être envoyé potentiellement de 2 à 3 interlocuteurs, mais on peut avoir directement la structure en direct. Je vois que des conversations sont en cours, donc n'hésitez pas à partager si vous avez des remarques à faire là-dessus. Meilleur affichage sur une destination, ouais, ça permet vraiment d'avoir une communication optimale sur toute la destination, voilà, un numéro de téléphone unique, parce qu'on sait très bien que le visiteur ne va pas s'amuser à chercher à comprendre s'il est sur tel bureau ou tel bureau, déjà qu'il ne cherche pas à comprendre l'organisation, que ça ne l'intéresse pas et qu'au final ça ne le concerne pas tellement, l'important est qu'il ait son renseignement par quelque moyen que ce soit. En saison, téléphone en back-office avec le personnel à l'année qui répond hors saison. Le standard est partagé chaque jour dans un bureau différent. Ouais, c'est un choix d'organisation aussi. L'avantage de l'organisation de cette téléphonie via Internet, c'est qu'on peut programmer à l'avance et que ça permet de savoir qui a le standard à quel moment. Et puis, éventuellement, c'est à l'office de Denis Marais-Poitevin qu'ils ont mis ça en place très récemment, donc pas encore de retour d'expérience, mais à tester. Le fait que les personnes puissent aussi s'enlever du standard téléphonique si elles ont besoin de se concentrer sur une mission pendant 2-3 heures, on désactive le fait de pouvoir être appelé. Ça nécessite une bonne organisation évidemment, puisque si tout le monde se désactive en même temps, c'est problématique. Mais voilà, ça peut fonctionner avec un planning dédié. Donc à l'Office de tourisme Vallée de la Dordogne, il y a le planning accueil front office, j'imagine, et puis le planning back office qui sont pensés en simultané. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne prenait pas forcément le temps de réfléchir sur des petites structures et avec un, voire deux, voire peut-être 3 bureaux, mais qui devient vraiment nécessaire sur des structures plus larges avec de nombreux bureaux et un nombre de personnes qui font de l'accueil, que ce soit physique ou téléphonique, qui augmente largement. Donc avec des plages horaires. J'attends les différents commentaires pour pouvoir en discuter ensemble. Et je vous ai mis aussi en lien un article de Sébastien Gonzalez dans le blog itourisme.info qui pose la question, vous faites toujours de la relation client par téléphone pour mettre en avant justement le fait que de plus en plus on est sur un accueil qui est multiforme,
donc qui est physique, qui est téléphonique et qui peut être géré aussi par le community manager via Messenger sur les réseaux sociaux, qui peut être géré par des outils de réseaux sociaux d'entreprise mais qui servent aussi à l'externe, par des chatbots et toute une déclinaison d'outils qui sont en train de se développer. Mais c'est vraiment une question à se poser en fait. Est-ce que le téléphone est la priorité? Est-ce que je réfléchis à une stratégie de réponse par téléphone? Je pense que pour le moment, c'est vrai que c'est difficile de s'en passer, mais il y a des destinations qui fonctionnent beaucoup avec le Messenger de Facebook ou avec d'autres moyens qui permettent de réduire grandement le nombre d'appels. Ça dépend aussi de la manière dont on communique après aux visiteurs, si on renvoie sur un numéro de téléphone ou si on renvoie directement sur le Messenger Facebook ou via d'autres moyens. Donc je vous ai mis le lien de cet article directement sur la carte pour que vous puissiez aller y jeter un coup d'œil et ça pourra faire justement l'objet d'un autre benchmark sur les différents modes de communication et d'accueil. On a commencé par donc Bénédicte de l'île d'Oléron Marraine Tourisme nous dit on a commencé par laisser le standard une semaine dans le même bureau, mais trop lourd pour le personnel, c'est pourquoi on a choisi une répartition quotidienne. Ouais, c'est vrai que quand on se retrouve, si on fait semaine par semaine, ça déséquilibre largement le temps de travail et c'est vrai que si on répartit une journée par personne, que ce soit sur les téléphones fixes ou les téléphones mobiles. Nous, on a fait ça pour le numéro de téléphone unique sur la professionnalisation, avec chacun qui a le standard téléphonique un jour par semaine. On renvoie ou bien sur les fixes ou bien sur les téléphones mobiles. Le fait de ne pas être sur un via IP pour le moment, ça fait qu'on a des coûts quand on transfère vers le téléphone mobile. Et ça se règle largement quand on passe par Internet, justement. Roulement de 2 à 3 personnes. Ok, ça marche. Ce que je vous propose, c'est on condensera justement tout ça, tous ces détails sur cette carte et puis sur le tableau comparatif des solutions. Ça permettra vraiment d'avoir un retour d'expérience très complet sur cette organisation-là. Et puis pour les personnes qui sont en train de se poser la question justement de cette organisation interne, je sais qu'il y en a plusieurs dans les personnes qui suivent le web séminaire, ça permet d'avoir différentes idées. Et puis on partagera bien évidemment vos coordonnées et vos contacts pour que vous puissiez en discuter entre vous et choisir la meilleure solution pour votre structure. Il est 11h30, je vous propose de passer aux outils de travail collaboratif. Donc la téléphonie, c'était plus en lien justement avec la visio qu'on a vu la dernière fois sur le comment je communique. Donc en interne, on a vu qu'il y avait beaucoup d'autres outils que la téléphonie pour communiquer. Et donc on se retrouve avec un outil de téléphonie qui est plus destiné justement à l'externe, à l'exception de quelques renvois internes ou coups de fil si vraiment il y a besoin. Donc sur les outils de travail collaboratif, de la même façon que sur la visioconférence, ce que je vous propose là, c'est un benchmark à la fois des outils et à la fois de structures qui utilisent ces outils avec parfois des retours d'expérience et puis des petits plus ou des points d'alerte. Et puis à commencer par la règle du jeu qu'on s'est fixée depuis le début, qui est à chaque usage son outil. Donc je vous ai présenté des solutions très complètes de visioconférence, je vais vous présenter des solutions tout en un très complètes de gestion de projet ou de travail collaboratif. Ça ne veut pas dire que c'est forcément l'outil le plus parfait ou le plus adapté à la structure, puisque beaucoup de structures finalement font le choix d'une palette de quelques outils. Donc évidemment, on n'en a pas 20, 30, on en a 5, 6, une dizaine grand maximum, avec chacun un usage dédié, et on sait pourquoi on s'en sert. Donc on va avoir des outils qui font tout, on va avoir une suite d'outils complémentaires, on va avoir le principe des tests outils, justement, le principe de base, c'est que on essaye de tester justement plusieurs outils, ça marche encore mieux quand on a une suite d'outils complémentaires. Quand on prend un outil qui fait tout, il faut un large temps de réflexion et de mise en place, de formation. Et on peut difficilement faire ça en mode vraiment
aussi agile que quand on a des outils complémentaires. Et quand on utilise plusieurs petits outils comme ça, le constat, c'est que si l'équipe s'en empare tout de suite, si c'est intuitif, c'est qu'il correspond à l'usage, en fait. C'est l'utilisation qui valide aussi l'outil. Le point de vigilance, c'est que, en effet, il est difficile de changer d'outil une fois que l'on est habitué. Donc, quand on met en place toute une suite d'outils et qu'on veut changer vers un outil plus complet, c'est quand même difficile de changer les habitudes. Donc, c'est pour ça que les tests d'outils à tout va sont un petit peu compliqués à vivre pour les équipes et que, évidemment, trop d'outils fait qu'au final, plus rien n'est utilisé correctement. Donc, des concepts clés qui ont été formulés justement par WeShare, l'organisation dont je vous parlais mercredi dernier, qui est une organisation collaborative pour imaginer de nouvelles formes de gouvernance, de nouveaux projets sur les territoires entre les entreprises, qui réfléchit beaucoup aux nouveaux modes de travail, aux nouveaux modes d'organisation des structures sur les métropoles, sur les villes moyennes, et qui se développent complètement en open source et en agilité, et qui partent du principe que si quelqu'un a un projet, il le propose, il faut que ce soit validé par le collectif, et ensuite la personne démarre son projet, s'entoure d'une équipe projet, et chaque chose est gérée de ce genre-là. Donc c'est un énorme collectif qui est regroupé sur plusieurs villes, sur plusieurs pays. Donc leur communication est intégralement en anglais, et ils ont décliné justement tout leur fonctionnement et tous leurs outils dans une sorte de livre blanc qui est disponible en ligne et que vous retrouvez, donc qui est vraiment open source et accessible à tout le monde. Et je trouve que c'est un très bon exemple pour illustrer en fait comment peut fonctionner une organisation de ce type sur plusieurs lieux, sur plusieurs pays, avec des différences de culture, avec des différences de langue, avec des différences de conception du travail, de mode de travail, et qui pourtant fonctionnent sur des projets. Alors, il n'y a pas, ils n'ont pas toutes les problématiques qu'on peut avoir sur les territoires avec une organisation de salariés, avec des élus, avec des prestataires. Il n'empêche que c'est un bon exemple de partage, d'organisation et d'explication surtout, parce que c'est en mode très agile, mais tout est bordé, expliqué, cadré, et ça n'empêche pas justement l'agilité de la structure, ça la permet. Donc on retrouve ici leur handbook avec une introduction, les gens qui y participent, la communauté, les différents projets, le mode de gouvernance et le mode de décision, donc qui est expliqué de manière très simple, le mode de décision en 1, 2, 3 étapes, et puis les outils collaboratifs. Donc vous voyez que c'est quand même assez réduit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 outils qui sont utilisés. Après, il y a quelques petits outils complémentaires qui peuvent être utilisés selon le besoin, mais 9 outils qui sont au final très simples et qui sont utilisés à une fin précise que chacun respecte, et qui sont donc complémentaires les uns avec les autres. Donc leurs conseils généraux, justement, pour utiliser ces outils collaboratifs en ligne, c'est d'utiliser chaque outil pour l'usage qui lui a été défini. Donc un outil, un usage. Si on a un outil qui fait tout, évidemment, on décline les différentes parties de l'outil en fonction des usages, et ça devient un tout qui est plutôt pratique pour les structures et qui permet de gérer tous les projets. Sachant qu'évidemment, on n'aura jamais toute la structure dans un seul outil, parce que il y aura toujours un outil boutique, il y aura toujours un outil billetterie, il y aura toujours le logiciel de facturation, et tout ce genre d'outils ne peuvent pas être tous interconnectés et reliés, donc forcément on aura plusieurs types d'outils. Notifier les personnes concernées, donc ça marche pour les outils de chat et les réseaux sociaux en ligne dont on parlait précédemment. Ça évite à la personne qui a été prise toute la journée de voir à la fin de sa journée un récapitulatif de 35 conversations différentes. Quand on notifie
en mettant le petit arrobas comme on peut faire sur nos réseaux sociaux à titre personnel. Ça permet que la personne soit interpellée sur une question pour laquelle elle est concernée. Et puis gérer les notifications. On a eu beaucoup la question du est-ce que c'est pas trop intuitif? Est-ce que les réseaux d'entreprise, ça empiète pas sur la vie privée? Est-ce que c'est possible de déconnecter? Justement, on sait que le droit à la déconnexion est beaucoup ressorti dans les derniers débats, notamment sur la loi travail. Il y a la possibilité justement avec ces outils de gérer les notifications, de les mettre en silencieux ou même de mettre toute l'application sur le mode absent ou le mode silence quand on l'a sur son téléphone évidemment ou sur son ordinateur, qu'on part en vacances et qu'on veut évidemment pas être dérangé par les notifications des collègues. Il y a aussi une charte interne justement à mettre en place dans l'utilisation de ces outils collaboratifs sur, évidemment, on prend le soin de regarder l'agenda ou le planning partagé de ses collègues pour éviter de les déranger quand ils sont en congé, en récupération, en RTT ou qu'on sait qu'ils ont 2 journées de formation et qu'ils ne sont potentiellement pas disponibles à ce moment-là. Donc vous retrouverez sur cette carte un benchmark des structures qui utilisent ce type d'outils collaboratifs et qui sont sur plusieurs sites, sur plusieurs lieux, avec un nombre grandissant de collaborateurs. Donc, on a We Like Travel, on a Iconosquare, WeShare, l'organisation dont je vous parlais à l'instant, et puis je vous ai mis le petit benchmark interne de comment on s'organise, nous, à la Mona, et qui vous parlera peut-être plus parce que vous connaissez l'organisation. Donc We Like Travel, du monde qui se situe à Nantes, à Berlin, à Londres et en développement sur d'autres pays, donc avec plusieurs langues différentes, des différences de culture. Une chargée de communication interne, donc une ressource humaine pleinement dédiée à cette bonne communication interne, à favoriser la vie d'équipe, à faire en sorte que les outils soient bien utilisés et puis c'est une fonction vraiment support qui permet que l'entreprise fonctionne plutôt bien et que les gens se sentent bien dans la structure. Un groupe Facebook partagé. Et puis leur concept qui est assez intéressant, c'est leur réveil le vendredi matin. Donc 3 jours avant, la chargée de communication interne interroge chacun sur sa veille pour avoir un planning de sujets à traiter en 10 minutes maximum. Et puis, lors du réveil qui dure 1 heure, 5 sujets maximum sont traités. Donc, chaque personne référente du sujet présente les résultats de sa veille en un pitch de 5 minutes. Ça permet que ce soit très, très clair. Et puis, les sujets sont redigérés ensuite pour faire de la veille client. Donc, c'est la chargée de communication interne qui remet en forme cette veille, qui ajoute les informations nécessaires et les débats qui ont eu lieu. Et c'est ensuite renvoyé avec un chatbot qui s'appelle We Like News sur une base client. Donc, c'est de la veille interne. On informe les différents collègues de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on a trouvé potentiellement. Et puis, on s'en sert pour le renvoyer en externe. Donc, c'est le combo d'un outil qui sert à la fois en interne et d'un process de communication qui sert à la fois à l'interne et à l'externe. Je vous ai mis le contact si ça vous intéresse de creuser justement leur organisation et d'aller plus loin. On a aussi Iconosquare qui est basé à Limoges et qui est le leader mondial donc, des stats sur Instagram. Donc une entreprise qui est composée de 30 personnes, dont 6 à Berlin, et qui fonctionne sur le mode de l'entreprise libérée, avec un temps de travail à la carte, du télétravail, un management par objectif, et qui lui utilise Office Vibe, donc on va y revenir juste après. Ça, c'est pas vraiment un outil de collaboration interne, mais c'est un outil de sondage du bien-être dans l'entreprise et de comment se sentent les collaborateurs dans l'entreprise. Est-ce que ça va? On sonde chaque personne en tant qu'individu justement dans l'entreprise en fonction de son travail, en fonction des relations avec les collègues, et on sonde aussi l'état des projets, s'il y a un projet qui est un petit peu en pente descendante, ou ici il y a un top projet qui fonctionne très bien. Donc je l'ai remis après dans les différents outils dans le benchmark.
eux en sont plutôt satisfaits. Et puis niveau communication, donc une journée le mardi de réunion, donc avec toute l'équipe ou avec des bouts de l'équipe, ça met vraiment en relief le fait qu'on ne peut pas se passer de ces moments de réunion en équipe. Alors, des semaines sur site unique, donc ils se retrouvent par semaine, puisque évidemment de Limoges à Berlin, c'est pas forcément évident de faire un jour par-ci, un jour par-là. Donc des semaines où tout le monde est tout ensemble sur un site unique, avec un appartement à Berlin et un à Limoges, plutôt que de payer les frais de déplacement à chaque fois. C'est le choix qu'ils ont fait. Bon, c'est un exemple qui est quand même à une autre échelle que celle que l'on peut connaître, nous, sur nos territoires, de la même façon que WeShare, avec leur organisation sur plusieurs sites. Ils se retrouvent aussi à des moments donnés, leurs outils avec l'explication de comment fonctionne chaque outil et à quoi il est dédié, plus des outils occasionnels qui sont utilisés de temps en temps. Airtable, par exemple, qui est utilisé pour l'organisation de leur festival annuel qui s'appelle WeShareFest, où des membres de plusieurs pays se regroupent pour réfléchir ensemble à des sujets qui sont définis, qui peuvent toucher au monde de l'entreprise, qui peuvent toucher aux collectivités territoriales et qui sont vraiment très, 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 très variés. Sur ces différents outils, on va rentrer tout de suite dans le benchmark des outils, justement. Ils utilisent Slack en messagerie interne et puis Trello en gestion de projet. Donc Trello, c'est le logiciel vraiment de base sur la gestion de projet, avec une organisation par carte, les affaires, faits et en cours, avec une carte éventuelle pour les idées, et puis le fait que ce soit organisé en arbre, justement, ça permet de renvoyer l'un vers l'autre et de voir l'avancée des projets. Le constat que me faisait un des collègues justement qui travaille sur WeShare, c'est qu'au final, ils utilisent assez peu Trello et Slack parce que leur arborescence sur Drive est tellement fine et tellement claire en fait qu'elle se suffit à elle-même dans la gestion de projet. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut lancer un projet, créer un dossier dans le dossier qui correspond à la catégorie de son projet, et on se crée un document, un Google Doc partagé, et ça suffit en fait à gérer le projet avec l'écriture par type de personne et puis le module de commentaires et de discussion qui se trouve dans ce type d'outil. Donc en fait, c'est vraiment, on n'est pas obligé d'aller vers ce type de logiciel si on a un centre de ressources et une base qui fonctionne déjà très bien dans l'organisation des dossiers. Ils utilisent aussi Dropbox sur l'archivage et plutôt pour les documents administratifs et qui donc ne sont pas nécessairement partagés avec tout le monde. Ils ont un outil de financement collaboratif, évidemment, puisque c'est comme ça que fonctionne leur structure. Loomio, c'est un outil donc, qui est en lien juste après, un outil de discussion, de débat et de prise de décision. L'idée, c'est qu'une personne qui a envie de lancer un projet rédige le pitch, propose le projet à l'équipe, et ils utilisent le processus de prise de décision par consentement. C'est-à-dire qu'une personne propose un projet, si personne n'émet d'objection ou ne lance de débat dans les 10 jours peut-être, le projet est accepté. Si on ne peut pas se retrouver avec 150 projets lancés en interne, ça veut dire que on a tout intérêt à ouvrir le débat et à faire des remarques justement sur le projet qui est proposé. Ça permet aussi aux personnes qui sont intéressées de se mobiliser et de lancer le projet directement s'il est accepté. Je vais vous montrer juste après à quoi ça peut ressembler. Ils utilisent MindMaster, donc c'est l'outil que j'utilise là avec l'écran partagé pour produire des cartes mentales. C'est un outil qui est vraiment très très performant. Quand on passe à la version professionnelle, ça permet de stocker vraiment les cartes et d'avoir une arborescence. De la même manière un petit peu que Drive sur la gestion des projets et puis le partage de la connaissance, du savoir et des informations entre les différents membres de l'équipe, justement. Ça permet, en un clin d'œil, si on repart sur la vision globale, de comprendre un petit peu comment
le projet est structuré, on peut aussi fonctionner avec un logiciel de gestion de tâches directement, qui est complètement lié à MindMeister et qui permet d'attribuer des tâches à des personnes précisément pour gérer un projet à partir de cet outil MindMeister. Hop. Le dernier outil qu'ils utilisent, donc c'est Telegram, et là c'est un peu ce qui remplace Slack pour eux, c'est pour les discussions plutôt informelles à l'origine, mais en fait ils l'utilisent aussi beaucoup pour la gestion de projet, l'organisation d'événements, pardon, parce que c'est un outil qu'ils ont trouvé finalement assez facile d'utilisation, assez intuitif. C'est l'équivalent de Messenger sur Facebook ou de WhatsApp, qui est de plus en plus utilisé aussi. WhatsApp qui appartient désormais à Facebook. Donc là, c'est le pendant plus indépendant, on va dire, de ce type d'outil. Donc ça peut être organisé par différentes chaînes, une chaîne générale et puis des chaînes thématiques. Et là, l'exemple d'utilisation et d'usage qui a été fait, c'est avec 120 bénévoles plus une équipe de 150 permanents. L'inconvénient que ça a pour eux, c'est qu'il n'y a pas vraiment cette version historique et organisation des chaînes comme on peut avoir dans Slack avec des administrateurs. Et donc, ils n'ont actuellement aucune idée du nombre de chaînes qui sont lancées et de qui participe à quelle chaîne, ce qui devient un peu compliqué à gérer quand on est une structure organisée et qu'on veut gérer des projets de manière efficiente. L'organisation de la Mona, j'y reviendrai peut-être un petit peu après, mais je vais passer aux outils. Donc, différentes catégories d'outils. Si certains ont des questions jusque-là, n'hésitez pas à les poser directement et puis à partager vos retours d'expérience. Peut-être que sur les outils, vous pourrez interagir justement sur qui utilise quoi et qui a choisi d'utiliser quoi. Donc, différentes catégories qui sont triées à chaque fois en fonction des usages. On est vraiment parti du principe que chaque usage avait un outil dédié. Donc, des outils de gestion de projet, des outils pour partager et stocker des documents, des outils pour prendre des décisions en équipe. C'est le Loomio, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on ne peut pas, on le verra pas directement tout de suite, mais ça fonctionne de manière en plus très ergonomique avec qui a décidé, qui se pose encore des questions. On met des agendas, on fait un sondage et puis à la fin, on vote pour le projet qui est choisi. Donc des suites d'outils pour presque tout faire. Donc là, dans les suites d'outils, on va se retrouver avec Google et Framasoft que j'évoquais aussi la dernière fois. Donc la Google Suite, je vais pas m'éterniser dessus parce que j'imagine que tout le monde connaît plus ou moins avec le Drive, le Hangout, le Gmail, les contacts pour avoir une base de GRC. On a formalisé un tuto sur comment fonctionne un Google Group qui peut aussi vous être utile pour mettre en place des Google Groups en interne. Et puis Framasoft, qui est l'alternative à Google, avec à peu près la même suite d'outils que Google. Donc vraiment tous les types d'outils qu'on peut retrouver, les blocs-notes, les questionnaires, les agendas, les outils de visio, les outils de gestion de projet, les sondages, enfin vraiment une gamme d'outils très très large et qui est totalement donc en open source, totalement gratuite, qui est forcément un peu moins ergonomique, un peu moins intuitive parce que fait aussi par une association, par des bénévoles, par des développeurs et qui nécessite un temps de mise en œuvre et de compréhension de l'outil qui est un peu plus élevé pour certains outils, pas pour tous, il y en a qui sont vraiment très très simples d'utilisation, et donc là qui propose un panel plutôt large et qui se présente donc comme une alternative à Google. Donc à tester. Je vous ai mis les liens sur cette carte pour pouvoir aller creuser un petit peu sur tout ce qui peut exister. Ça peut permettre d'aller plus loin justement que la suite Google basique quand on n'est pas passé en version entreprise. Des outils pour animer des réunions collaboratives, on ne s'attardera pas dessus, mais je vous ai mis deux exemples pour avoir une idée. Là, c'est pour créer un petit peu plus d'interaction dans les réunions, pour préparer des rencontres en amont avec des systèmes de petits quiz. C'est très ludique, c'est très interactif.
Ça permet de faire des sondages de manière assez sympa. Et aussi Bicast, qui propose un petit peu le même type d'outils. Communiquer et collaborer avec ses collègues. Donc là, je vous ai remis les différents outils qu'on a un petit peu plus détaillés la dernière fois sur Line, sur Slack, sur Google+, et sur Telegram, avec à chaque fois des contacts de structures qui l'ont testé. Donc n'hésitez pas non plus à les contacter pour savoir comment se fait cette utilisation. Et puis, deux outils en plus, donc observer le bien-être au travail. Donc c'est des petits outils qui permettent de sonder chaque personne sur comment elle se sent aujourd'hui. Est-ce que son projet va bien? Est-ce qu'on se sent bien dans l'entreprise? Il existe donc Teammood, c'est quelque chose qu'on a testé en équipe, qui est plutôt sympa justement pour voir qui a passé une bonne journée, pourquoi. Ça permet de voir un peu le moral des troupes, s'il est au top ou s'il est un petit peu en berne. Ça répare pas justement les problématiques qu'il peut y avoir dans une équipe ou le fait qu'on soit overbooké à un moment. Mais ça peut permettre de mettre en place des actions correctives, justement, et d'anticiper les coups de mou ou les coups de stress. Et puis, pour la personne